Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane reçoit le professeur Amonet, spécialiste du syndrome d'Ehlers-Danlos. Professeur émérite et ancien médecin à l'Hôtel-Dieu de Paris, il a consacré sa vie à l'étude clinique de cette maladie et à la prise en charge des patientes qui en sont atteintes. Dans cet épisode, il partage son expertise acquise à travers des décennies de pratique médicale en offrant son regard sur l'impact du SED pendant la grossesse et l'accouchement, ainsi que sur les précautions à prendre. Un échange qui reflète une vie dédiée à la compréhension de cette pathologie. Bonjour professeur Amonet et merci d'avoir accepté notre invitation pour le micro des gynécos aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et je suis ravi de communiquer avec les gynécologues car il y a beaucoup de problèmes gynécologiques dans la maladie de Ehlers-Danlos. En effet, aujourd'hui on va discuter de la maladie d'Ehlers-Danlos qui serait à peu près rapportée chez 1 sur 5 000 à 1 sur 30 000 si on part sur les formes classiques personnes. Donc c'est une maladie rare mais qui n'est pas exceptionnelle et qui est encore relativement méconnue. Pour introduire le sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler les symptômes principaux et notamment comment évoquer le diagnostic s'il n'est pas encore connu chez une patiente? Je vais quand même répondre à ce que vous avez dit avant, ce n'est pas une maladie rare. Personnellement, j'ai diagnostiqué plus de 5000 cas. Si elle était rare, ça serait étonnant que j'en ai rencontré autant. En 30 ans. Alors, elle n'est pas rare et parce qu'elle est rare, on s'imagine qu'il faut des diagnostics spécifiques. Ça n'est pas vrai. Tout médecin peut faire le diagnostic très facilement et je vais donc répondre à votre question. Quels sont les signes qui permettent de diagnostiquer? En fait, c'est un ensemble de signes. Beaucoup de douleurs de tout le corps, des articulations, des migraines, des douleurs abdominales souvent extrêmement violentes, des douleurs génitales très, très violentes souvent aussi, et ces douleurs surviennent par crise. Et c'est le premier signe. Et elles peuvent provoquer évidemment des limitations de mouvement. Et je n'ai jamais vu dans ma vie des douleurs aussi fortes chez tous les patients que j'ai vus. Alors, premièrement, il y a les douleurs. Deuxièmement, il y a une fatigue. Cette fatigue, elle est assez flagrante quand on connaît un peu le syndrome parce qu'elle est permanente. On est fatigué dès le réveil. Et cette fatigue, elle est diffuse, elle aboutit dans beaucoup de cas à même une somnolence, des personnes qui s'endorment dans la journée, au travail par exemple. Un troisième signe, c'est l'existence de troubles moteurs. Ces troubles moteurs, c'est ce qui a servi à la description par des dermatologues de la maladie initialement. Ce sont l'hypermobilité, les subluxations et luxations, les entorses, ces difficultés de contrôle du mouvement avec des chutes. Voilà. Et ça, ce sont les 3 signes qui doivent orienter en premier. Mais il y en a d'autres, notamment la constipation, qui est souvent très importante avec des syndromes occlusifs. Il y a les hémorragies et qui sont souvent répétées et peuvent donner des complications. Surtout qu'il y a des problèmes vasculaires importants dans cette maladie, notamment la possibilité d'anévrisme. Voilà. Donc, il y a d'autres éléments encore qui peuvent retenir l'attention. Ce sont les troubles de l'attention. Les personnes sont distraites, ont du mal à se concentrer et lorsqu'elles parlent avec quelqu'un, elles oublient ce qu'on vient de leur dire. Et on dit que c'est des troubles de mémoire. Pas du tout, c'est des troubles d'attention. Donc, les troubles d'attention sont importants parce que ce sont une manifestation cognitive de la maladie qui joue un rôle très important. Voilà pour quelques-uns des signes qui peuvent orienter, mais il y en a d'autres. Et professeur, donc on dit la maladie d'Ehlers-Danlos, c'est une atteinte du collagène, c'est ça, des tissus de soutien. Comment on explique alors les troubles de l'attention ou la fatigue chez ces patients? C'est pas seulement une maladie du collagène, c'est une maladie de tout le tissu conjonctif. Aussi bien osseux, il y a des fractures très, très souvent,
le système cutané, c'est pour ça que les dermatologues avec vous, on a vu la peau était différente, elle était étirable, fragile, etc. Mais aussi au niveau des autres éléments du conjonctif, par exemple le tube digestif, les organes génitaux, voilà. Tout cela est concerné. Les organes de la vision, les muscles de l'œil, par exemple, les organes de l'audition. Donc, c'est une atteinte diffuse de tout le conjonctif et il ne faut plus parler seulement du collagène. Et c'est vrai qu'il y a des caractéristiques du collagène qui permettent le diagnostic, parce que c'est le diagnostic histologique, c'est possible. Mais donc c'est une maladie qui touche tous les organes. Or, ces organes, ils transmettent les informations vers les centres neurologiques. Le cerveau, bien sûr, mais aussi l'intestin, le cœur, les centres de régulation. Et les informations sont déformées parce que les organes sont modifiés. Donc, on n'a pas de bonnes informations, ce qui explique une grande partie des symptômes. Concernant les examens complémentaires, vous avez évoqué l'analyse histologique. Est-ce que vous pouvez nous résumer les caractéristiques histologiques liées à la maladie et puis nous indiquer quel centre s'occupe de ces diagnostics? Bien sûr. Alors, c'est une maladie héréditaire. C'est aussi un élément du diagnostic. Je vais donner les symptômes qui font soupçonner, mais on trouve d'autres cas dans la famille, notamment les parents, les frères et sœurs, les cousins, etc., les grands-parents. Parce que la maladie se transmet, elle n'est pas du tout une maladie qui se transmet sur un mode autosomique ou autre, etc. C'est une maladie qui se transmet systématiquement. Et quand je dis ça, ça plaît pas beaucoup aux généticiens qui sont persuadés qu'elle est rare et se transmet une fois sur deux. C'est faux. Si une personne, et ça c'est important évidemment pour les problèmes d'enfantement, si une personne a LR dans l'os, tous ses enfants auront LR dans l'os, mais de façon éventuellement très variable. Les garçons beaucoup moins, les femmes plus, je pense, pour des raisons hormonales. Donc, ce diagnostic histologique, il est fait en Belgique. Il est fait à l'université de Bruxelles et il permet de voir des modifications justement du collagène, des tissus collagènes, des fibres collagènes, qui sont soit hypertrophiées, soit atrophiées, soit absentes. Il y a des modifications qui sont pour eux caractéristiques des lers dans l'os. Donc ça, c'est possible et ça se fait pas. Je n'ai jamais réussi à pouvoir le faire. S'il faut du microscope électronique. Aucun médecin, aucun service en France, en Suisse et ailleurs où j'ai essayé, ne le fait. Donc j'envoie des patients en Belgique pour ça, quelquefois. Mais on peut se passer de ça, parce que les signes cliniques sont suffisants pour le diagnostic, surtout si on trouve l'hérédité. Et concernant l'analyse d'une mutation génétique, elle concerne toutes les formes dites classiques, mais pas la forme la plus fréquente qui est la forme hypermobile, c'est ça, hein? Alors tout ça est faux. Vous venez de dire ce qu'on répète partout, mais on aime bien répéter des choses qui paraissent simplettes comme ça, mais qui sont toutes fausses. Il y a une seule maladie des vers dans l'os, une seule forme. Elle est variable. Et dans la même famille, on peut avoir des formes très discrètes et des formes extrêmement fortes, violentes, au point que certains patients se suicident ou demandent, et c'est très à la mode aujourd'hui, l'autorisation de mourir, notamment au Québec, ils le donnent assez facilement. C'est terrible. Pour l'air dans l'os. J'ai un cas récent encore. Donc, c'est pas du tout une maladie qui génétiquement, est défini. On n'a pas de test génétique. Alors, il y a certains profils génétiques, je ne vais pas vous les citer là, mais il y en a quelques-uns, qui semblent être plus souvent associés à LR dans l'os. Mais il n'y a aucun test, ça c'est moi qui parle de mon opinion, avec les patients, vous me demandez mon opinion, mais il y a aussi des publications, il y en a une qui vient de sortir, parce que pour démontrer qu'il n'y avait pas de test. Voilà. Alors, ceci est embêtant parce que vous venez de dire il y a les formes hypermobiles, les formes, etc. Non, elles ne sont pas toutes hypermobiles. Et on peut même avoir des rétractions. Et ensuite, il n'y a pas des formes légères et des formes plus graves, comme ça, qui sont des maladies différentes. Non, la même maladie peut avoir très peu de signes dans l'enfance et souvent, à l'occasion justement d'une grossesse, ça change, ça s'aggrave. Et
Pas pendant la grossesse, on est souvent mieux pendant la grossesse. Il y a l'amélioration, mais c'est après la grossesse, il peut y avoir une évolution. Alors justement, c'est imprévisible. Le tissu est fragile, il transmet mal, il reçoit mal, c'est-à-dire que les informations qu'il reçoit du cerveau, par exemple, pour faire un mouvement, sont pas bonnes et donc il fait un faux mouvement, par exemple. Voilà un exemple simplet. Mais surtout, ce qui est essentiel et que j'ai un mal fou à faire comprendre dans le monde médical, c'est qu'il n'y a pas plusieurs formes. On a dit qu'il y en avait 13. Mais certains disent qu'il y en aurait 50. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tous ont les mêmes signes, si on regarde bien. Et souvent, ils savent pas, parce que excusez-moi, c'est peut-être des biologistes qui font le diagnostic, mais la clinique, il faut examiner les patients, il faut connaître les signes, il faut les interpréter. Il faut pas penser que ces patients sont des gens qui sont dérangés. Parce que le diagnostic de 80% des patients, c'est dans la tête. On leur dit: «C'est dans la tête». Donc on fait pas le diagnostic et il y a pas de test, biologique formel. Celui que je vous ai indiqué est une indication, justement, une orientation, heu, mais on peut faire le diagnostic absolument par la seule clinique. Concernant la grossesse, quels sont les risques spécifiques de la grossesse ou de l'accouchement? Alors, la grossesse, c'est peut-être un moment, difficile. Pendant la grossesse elle-même, il n'y a pas vraiment de problème, même que je vous l'ai déjà dit, il y a une amélioration des symptômes chez un bon nombre de personnes, le disent. Mais c'est surtout l'accouchement qui est difficile. L'accouchement est difficile parce que, justement, il y a une dystocie assez fréquente, avec les difficultés de contraction de l'utérus et cetera et on a tendance à vouloir faire une césarienne. Alors, il y a même des généticiens, puisque ce sont des généticiens qui disent que je le vois plus maintenant sur les internet, mais à un moment donné, il faut faire systématiquement une césarienne. C'est complètement faux. La césarienne aggrave parce que ça cicatrise très mal, ça donne des hernies, des hémorragies et ça augmente les douleurs. Donc surtout pas de césarienne, sauf cas tout à fait exceptionnel. On y arrive, heu généralement. Donc ça, c'est le premier point pour la grossesse. Ça, c'est surtout l'accouchement. Ce sont les hémorragies aussi et bon, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais aussi il y a beaucoup de fausses couches. Les fausses couches sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes à qui on est l'air dans l'os. Donc, je continue parce que je vais terminer avec les risques de la grossesse. C'est aussi après le risque hémorragique. Il faut surveiller. Il y a beaucoup de placenta prévia. Il peut y avoir des hémorragies secondaires. Il faut un temps de surveillance plus important. Voilà. J'ai essayé de résumer les choses les plus sérieuses. Oui, merci. Dans le PNDS, ils évoquent éventuellement un risque de prématurité, peut-être sur une incompétence du col aussi, comme, enfin, du tissu conjonctif du col. Et puis nous, on se pose parfois la question aussi du risque périnéal pour, enfin, des déchirures lors de l'accouchement par voie basse. C'est peut-être des patientes, plus à risque. Néanmoins, est-ce que vous pensez qu'il faudrait, par exemple, adapter notre prise en charge et essayer de prévenir ces complications en fonction de l'histoire de chaque patient? C'est-à-dire les gens qui ont beaucoup d'histoires de cicatrisation difficile, d'hémorragie et cetera, être peut-être plus réactifs. Néanmoins, comme c'est une maladie qui est très, très variable, comme vous l'avez dit avant, et puis finalement, il y a des formes peu graves, mais du coup, si maintenant on arrive à plus la diagnostiquer, est-ce qu'en tout cas chez les patientes qui n'ont pas d'histoire de fragilité cutanée, très importante, ni de risque hémorragique très important, peut-être très peu modifier notre suivi de grossesse et être plus proactif chez les autres? Je pense qu'il faut quand même dire une chose. Je l'ai dite, c'est la grossesse, c'est un enfant qui aura l'air dans l'os. Il faut le savoir, ça. Et certains ne veulent pas l'admettre, mais c'est mieux de le savoir. Et il y a des familles, j'ai une famille où il y a 7 enfants, les 7, la mère a LR dans l'os, les 7 enfants ont LR dans l'os. Un collègue belge, lui, il a 10 enfants. Il a suivi une famille de 10 enfants qui ont tous LR dans l'os. Donc il faut quand même le savoir avant la grossesse. Donc c'est une maladie quand même très sérieuse, qui peut être très grave et bon, c'est quand même le problème principal, conséquent. Alors, bon, pour les risques selon les pathologies, je vous ai dit que
c'est très variable. C'est-à-dire qu'on peut avoir très peu de symptômes et avoir une grossesse très difficile. On peut avoir des symptômes assez importants et une grossesse acceptable, enfin, sans trop de difficultés. Donc il est difficile de choisir à l'avance, selon l'état de la peau, selon l'état des douleurs, selon l'état de je ne sais quoi, si elle sera facile ou pas. On ne sait pas. Toutes les grossesses doivent être surveillées de la même façon. Il y a une chose importante, moi je sais, je fais faire beaucoup, d'orthèses et de vêtements compressifs, de choses de soutien pour renforcer justement la proprioception du corps et limiter les difficultés. Par exemple, ici, la ceinture de grossesse, c'est vraiment une très bonne chose et les autres orthèses aussi, pour le dos, pour le cou, pour les mains, pour les genoux, les orthèses de sportifs, par exemple, ça, c'est très bien. Hein, on en fait beaucoup maintenant, ça améliore leur performance. Mais chez les personnes qui ont l'air dans l'os, ça améliore beaucoup leur vie quotidienne. Voilà de ce que je peux dire sur la grossesse. Il y a un point que j'ai pas souligné, la péridurale. Il faut la faire parce que ces femmes souffrent souvent beaucoup plus que celles qui n'ont pas l'air dans l'os. Il faut les faire, mais avec beaucoup de précautions. Le risque, c'est la brèche ménagée et donc c'est un risque qui peut exister, mais qui ne doit pas empêcher de faire les péridurales parce que, c'est trop douloureux et l'anesthésie n'est pas une bonne chose, de façon générale, quand elle est dans l'os. Le PNDS dit en effet que la péridurale peut être réalisée, tout comme vous venez de l'expliquer, même Oui. s'il faut faire attention. Merci beaucoup, professeur. Je vais essayer de synthétiser l'épisode et vous me coupez surtout si je me trompe. On a donc évoqué que la pathologie des lers dans l'os était probablement encore sous-diagnostiquée et finalement Oui, pas si rare, qu'elle est à évoquer notamment quand il y a des antécédents familiaux chez des patientes avec des fragilités cutanées, articulaires, une dysautonomie importante, les antécédents d'entorse à répétition, etc. Que il existe plein d'expressions probablement d'une même maladie ou de différentes formes de la maladie avec des formes très graves et des anévrismes, etc. Et certains patients handicapés, les douleurs qui sont parfois au premier plan. Pour le suivi de grossesse, on retient un risque de fausse couche, de prématurité, éventuellement des échographies du cœur pour le dépistage des anévrismes pendant la grossesse, un risque hémorragique et périnéal, et oui. puis proposer le soutien psychologique à ces patientes et éventuellement la ceinture de grossesse et autres orthèses. Pas de précaution anesthésique particulier, mais un risque hémorragique important, donc une prise en charge active de la délivrance, etc. Les lers dans l'os n'est pas une indication à la césarienne. La voie basse est possible. On peut discuter d'une protection Pas toujours. périnéale, éventuellement de l'épisiotomie dans ce contexte. Certaines personnes suggèrent de faire des incisions en césarienne comme Pfannenstiel avec des sutures cutanées par des fils non résorbables, des points séparés rapprochés et de contre-indiquer les agrafes, une surveillance de la cicatrice et puis un accompagnement jusqu'au postpartum. Tout ça est très bien. Vous avez parfaitement fait la synthèse. Merci beaucoup, professeur. Bonne journée. Au revoir. Donc, vraiment, votre attention. Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.